Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Horizon Auto, votre podcast qui fait un tour d'horizon complet sur les sujets qui font l'actualité au Maroc. Je vous rappelle que Horizon Auto est à retrouver sur R212, la web radio des Marocains du monde. C'est Ahmed Elouich avec vous et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau, tout spécialement installé au sein des studios de l'ODJ Media, la grande, la belle, flamboyante Saïda Ibrahimi. Saïda, salut, ça va? Salut, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. T'es pas stressé? Non, pas du tout. On est entre nous. Oui, bien sûr. Avant que tu te présentes, je vais dire qui tu es, parce que je t'ai invité en tant que passionné et vraiment impliqué dans le sport automobile au Maroc. Ouais. Mais il faut rappeler que tu es championne de course automobile au Maroc dans les années 1990-2000. Tu es présidente du club Hamza, qui est une association sportive marocaine de sport automobile à Casablanca, c'est ça? Ouais. Tu es organisatrice de rallye, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs depuis quelques années maintenant. Tu es présidente de la Commission nationale de la sécurité routière, c'est ça? Oui. Tu es présidente de l'association de la zone industrielle de Tetmelli. Oui. Tu es secrétaire générale de la FRMSA, donc la Fédération royale marocaine des sports automobiles. Oui. C'est ça? Tu es adhérente à la fondation Mohamed VI pour les champions. Oui. J'ai rien oublié? Non. Certainement petit truc, mais... Des petits trucs pas trop intéressants. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc tu es Ouais. un grand personnage incontournable dans le milieu du sport automobile marocain, mais pas que, aussi, je pense aussi dans les pays de la région. Oui, Tu es très exactement. connu dans la région, que ce soit dans le Maghreb ou au Moyen-Orient. Exactement. Mais voilà, je voudrais te laisser plus te présenter à nous de manière plus personnelle. D'accord. Donc, je remercie déjà l'ODJ Media d'avoir accueilli Moi, je l'ai vu que tu es pour ici me chez présenter, pour parler peut-être pour parler de mon parcours. toi. Ouais. Donc, je suis Saïda Ibrahimi. Je suis natif d'Azrou. Oui. J'ai grandi à El Jadida. Ouais. J'ai 2 enfants, je suis mariée. Je suis une grande passionnée de l'automobile depuis mon jeune âge. Bon, j'ai conduit la bicyclette, la moto. Bien sûr. Et je suis aussi une grande sportive. J'ai fait le basketball avec le Difa Hassani Jadidi. Ouais. Puis quand je suis venue à Casablanca pour continuer mes études, j'ai été au Wydad pour le basketball. Et donc, j'ai commencé ma carrière de course de voiture, c'est dans un rallye international qui a été organisé par la fédération en 1994. En 1994, il y a 30 ans. Oui, c'est la fédération royale marocaine qui l'a organisé. Et c'était un rallye féminin, 100% féminin. Il y avait beaucoup d'étrangères. Il y avait beaucoup de femmes talentueuses en conduite. Et donc, à ce moment-là, j'étais classée première. Donc, c'était la première fois que je participe à un rallye. C'était un rallye de régularité, de comptage de points. Quelle voiture? Avec une Peugeot 2 portes, 1,9 litre, une Peugeot 309. 309, d'accord. Ouais, c'était une voiture, une GTI. Ouais. C'était une voiture très puissante que 130 j'avais chevaux. aménagée de carénage, de roues 15 pouces. C'était une belle voiture. Et à ce moment-là, je travaillais chez Asban, le laboratoire Asban. Et j'avais une directrice qui m'est très chère, Khalida Asban. Elle est venue chez moi, elle m'a dit, écoute Saïda, sur l'Opinion, il y a un grand rallye qui va avoir lieu. C'est un rallye international. Tu avais découvert ça sur l'Opinion? C'est elle qui m'a, fait, avec qui j'ai commencé ce rêve, parce que je pourrais pas le faire, parce que je lisais pas les journaux, je travaillais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, voilà, j'ai dit, il faut aller. Elle m'a dit, va te renseigner et reviens vers moi. Je me suis renseignée, j'ai trouvé que c'était 2000 dirhams par pilote. Il faut qu'il y ait une pilote, une copilote. Je suis venue chez elle, je lui ai dit, madame, il faut avoir 2 femmes et tout. Elle m'a dit, voilà, tu as mon assistante qui peut aller avec toi. Et donc, on s'est inscrite, on a représenté le Maroc et la société. Et on était classée première. D'accord, ça c'était le premier pas dans le sport automobile. Oui, premier pas. Et j'ai toujours le Grand Prix chez moi à la maison. En 1994, c'était le Grand Prix, le prix Somepi. D'accord. Somepi, Kandak Saal, Haj Amhal. Exactement. Et il y avait des Tunisiennes qui étaient classées premières. Et au retour on avait fait Casablanca, Seta, Khouribga. C'était ça l'itinéraire. Et bon, à Khouribga, j'étais classée 2e. Et au retour à Casablanca, il y avait les Tunisiennes qui étaient classées premières. Elles avaient eu un accident. Donc c'est là où nous, on était classées premières. D'accord. Et c'était un rallye de régularité, de comptage, de respect du code de la route, de l'orientation. Donc c'était vraiment un vrai rallye de régularité.
Et à partir de là, il y avait le président de la fédération qui était venu vers moi. Il m'a dit, Saïda, voilà, ça, on a vu que tu conduisais bien, on veut développer les rallyes et tout. Et on aimerait bien que tu sois avec nous au sein des femmes qui participent. Il n'y a pas d'ailleurs beaucoup de femmes, il y avait une seule femme à cette époque-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a invité à deux courses de voiture. J'ai vu, il m'a dit, écoute, choisis le groupe où tu veux être. Je lui ai dit, c'est ce que je suis en train de faire. À ce moment-là, vous savez que mon frère, Mjid Ibrahimi, il faisait les courses de voiture avec une Alpine Renault. D'accord. Avec une Alpine Renault. Et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que normalement, peut-être il ne l'a pas dit parce que mes parents risquaient de ne pas accepter. Et ils m'ont dit, qu'il y a ton frère ici. J'ai vu, je lui ai dit, moi aussi je veux participer aux courses. Et c'est là où lui, il participait dans un groupe, M2 ou M1. Et moi, j'étais obligée de participer en M3 avec des grands chevronnés de la course automobile, Max Cohen-Olivar, Voltolina, vraiment des grands champions. Et qui m'ont appris à conduire, ils m'ont appris les trajectoires. Parce que vous savez, même si vous faites la vitesse en pleine autoroute, ça n'a rien à voir avec les trajectoires. On le comprend. Les gens font maintenant la course dans les rues. Mais elles ne savent pas ce que c'est qu'une trajectoire, elles ne savent pas quand est-ce l'utiliser. Quand on est dans un circuit, il faut savoir utiliser la trajectoire parce qu'on est seul. Oui. Mais quand on est avec quand on est avec des voitures qui viennent c'est-à-dire dans une voie où il y a des va-et-vient de voitures, on peut pas faire on peut pas travailler parler de trajectoire, sinon on va rentrer dedans. C'est là où j'ai appris la vraie conduite. Je suivais les pilotes, je les suivais, je prenais les trajectoires, c'est-à-dire rendre un virage au maximum une ligne droite. C'est ça. Et donc c'est ce que je faisais, c'est là où j'ai appris à conduire. Et j'ai été classée, mon premier circuit a été à El Jadida. Chez toi à domicile? El Jadida, chez moi à domicile, avec le club Gazelle. D'accord. Où il y avait Bernadette de Chalençon, et c'est avec elle que j'ai appris la rigueur. J'ai appris la rigueur, j'ai appris la correction, j'ai appris tout ce que j'ai appris avec mes parents. Ouais. Là, je l'ai continué dans le sport automobile. C'est-à-dire, il faut essayer de gagner sans faire mal aux autres. Ouais. Il ne faut pas faire Elle m'a appris beaucoup de choses. La discipline. Et là, elle m'a en 1994, c'est-à-dire, il n'y avait pas une loi qui interdit un pilote d'être membre d'un club. Ouais. Donc là, j'étais vice-présidente de Madame de Chalençon à Gazelle. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre la relation entre un club, la fédération. Et j'étais secrétaire générale adjoint au sein de la fédération en 1995. D'accord. Parce qu'en ce moment-là, Gazelle avait le maximum de pilotes. Donc elle avait 2 voies. Donc j'étais moi. J'ai fait venir Hussein Wahi. Ouais. Je l'ai intégré dans le club Gazelle, où il était trésorier adjoint. Et actuellement, il est toujours à la fédération. Actuellement, il est toujours trésorier adjoint à la fédération. Ouais. Et donc là, j'ai essayé de faire venir les gens qui ont des valeurs ajoutées. C'est ça. Des vraies compétences. Exactement. À apporter, ouais. Donc Max, quand on était aussi membre, il y avait beaucoup de Français, mais on a appris beaucoup de choses pour le sport automobile. Et à partir de là, donc j'ai fait les courses de voitures en groupe avec le groupe M1. Avec quelle voiture? Avec j'ai acheté une GT Turbo. Oui, toujours, je suis restée dans la dans la marque Renault. Pourquoi? Parce que j'ai cherché. Je savais que Renault, c'est une voiture qui est très puissante, la Turbo, la GT Turbo. Parce qu'elle a un turbo, justement. J'ai préféré la GT Turbo à une Alpine. Pourquoi? Une Alpine Renault, c'était une voiture qui était un peu dépassée et elle allait rester avec les chevronnés. Donc, j'aurais jamais un classement. Et là, j'ai vu quelle est la catégorie où je peux. Ouais. J'ai pas voulu acheter la Peugeot j'ai préféré acheter la GT Turbo. Premièrement, elle est très puissante, elle est très nerveuse, elle répond sur le champ. Et donc, la pièce de rechange est disponible. J'avais amené la voiture de Saint-Étienne. D'accord. 84. D'accord. Ouais. Et donc, j'ai commencé à participer dans un groupe où c'était le M2. Ouais. Et le M2, on avait avec nous les
les Peugeot 1,9 litre. Donc GTI, les Peugeot 1,9 litre GTI, c'était des 309 voitures. Et 205, ouais. Et 205 et la R11. Donc La ces R11, voitures, on ne parle pas de la R11, maintenant on parle de la 1,9 litre, la GTI. Ce sont des voitures qui ne chauffent pas. Par contre, la GT Turbo, elle chauffe. À cause du turbo, justement. À cause du turbo, exactement. Ouais. Donc on était à peu près 10 voitures, et 5 voitures ou 6. C'était des GT Turbo, il y avait avec nous Malouf, Nassim, il y avait beaucoup. Ouais, exactement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais la personne qui est demandée à ce qu'il y ait les GT Turbo courent seuls. J'ai été chez le directeur technique, on lui a expliqué, on lui a dit écoutez, ce n'est pas légal, ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas pas juste que nous soyons pénalisés, parce que nous, quand on veut trop forcer, on casse le moteur ou on chauffe la voiture, ou bien la courroie, elle saute. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ils nous ont accepté les GT Turbo courent seuls dans un plateau. Et c'est ce qu'on a appelé le M4. M4. Mais à ce moment-là, il y avait combien de femmes qui couraient? Il y avait Samira aussi. Oui. Et donc là, tu as commencé avant elle ou elle a commencé avant toi? Elle a commencé avec moi. D'accord. Il y avait Ben Amer, il y avait Tassi, il y avait beaucoup de pilotes. Oui, exactement. Il y avait de grands pilotes. Ouais. Et donc, moi, j'ai pu avoir pendant deux années un vrai championnat, 2e et 3e en catégorie M4. M4. Donc, j'ai déjà été. Deuxième qui était le premier à l'époque? Était Michel Benibgui, parce qu'il avait une GT Turbo. Oui. Et à Menbed, la 2e année, c'était, je pense, l'Otassi qui était premier. D'accord. Et donc, voilà, donc et vous savez comment j'ai atterri au sport automobile? Parce que à El Jadida, avant que je fasse les rallyes, il y avait des gymkhana qui s'organisaient par la fédération, qui s'organisaient autour d'habilité sur des plots. Exactement, sur des plots, on faisait des montées, des descentes avec un truc, on descendait de la voiture, on montait dans une bicyclette, on rentrait dans un pneu où il y a un seau plein d'eau. Et ça, on le faisait à El Jadida. Ouais. Et c'était la fédération qui l'organisait. Et c'est là où j'étais une grande passionnée de la voiture. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai eu mon permis de conduire à El Jadida en 1984, à 18 ans pile. 84. En 84, et voilà. Donc, puis après, quand j'ai eu un accident grave en 1997. Oui, bien sûr. À Meknes. Oui. Celui-là, tu peux nous expliquer comment, moi, je m'en souviens. Celui-là, j'allais être première en championnat. Ouais. Première. Première. Et c'est là où j'ai eu un gros... C'était un homicide volontaire pour moi. C'était un homicide volontaire d'un pilote. Et donc, j'étais 2 semaines au coma. Et il y avait, en ce moment-là, il y avait Driss Noussi qui était président. Et il y avait... voilà. Donc, moi, j'étais restée... Bon, vous savez comment ça s'est passé? Je suis rentrée, je doublais quelqu'un qui me regardait comme ça. Et en passant en vitesse supérieure, j'avais une seule main au volant. Ouais. Et c'est là où il me regardait comme ça, il a fait un coup de volant. C'est là où je me suis cogné à un arbre. Ouais. Et bon, j'avais pas trop mal. Moi, ce qui m'arrivait, c'est je faisais comme ça de temps en temps. Il y a mon cou qui montait. Mais mes bras, j'ai rien compris. J'allais prendre la route. Vous savez, j'avais rien, aucune blessure. J'avais mal aux pieds, aucune blessure. Vous savez, les voitures qu'on importe de France, c'est des voitures solides, bien sûr. Bien construites, avec une barre anti-rapprochement, c'est ce qu'on appelle les barres anti-rapprochement. Un arçon en général qui est vraiment très... Non seulement l'arçon, c'est la barre anti-rapprochement qui est mise sur les amortisseurs. Oui, c'est ça. C'est celle-ci qui a laissé à ce que le moteur ne rentre pas chez moi. Ouais. J'avais juste un petit peu mal, mais sinon, elle était démolie, la voiture. Ouais. Je prenais la route. Il y avait Kandoussi, Kandoussi qui faisait la course avec nous. Il est venu chez moi, il m'a dit Saïda, attention, il ne faut pas prendre la route. Je lui ai dit non, j'ai été à l'hôpital, ils m'ont dit rien. Ils ont fait. Il m'a dit non, tu rentres à l'hôpital. Alors, on rentre à l'hôpital. Tu t'es effondré. J'étais au coma.
2 semaines, j'ai eu le poumon qui s'était, l'enveloppe du poumon qui s'était perforée. Et donc, ça y est, alhamdoulilah, j'ai fait un drainage. Je suis revenue, je me suis mariée. J'ai eu ma fille en 1998, en 98. D'accord. Et je suis revenue au sport automobile en 2002. En 2002, d'accord. Ok. Donc, tu as eu combien à peu près le temps de faire c'est-à-dire, parce que j'ai fait beaucoup de drainage, beaucoup de... 5 ans d'arrêt en fait. À peu près. Ah, à peu près. Ah, d'accord. En 2001, je suis revenue aux courses de voiture. J'ai eu le championnat deuxième course de voiture. 3e année, la 2e année, je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as un accident qui est assez grave quand même, tu fais du coma, tu te maries, tu as un enfant, qu'est-ce qui te fait revenir alors qu'il y a tous les signaux pour te dire ne reviens pas? Je suis revenue parce que pour montrer aux gens qui m'ont écarté du sport automobile, pour leur dire que je suis là, j'ai pas peur. Je lâche pas l'affaire. Je lâche pas. Et pour aussi, voilà, et pour me faire plaisir à moi-même, voilà, parce que les gens, je ne veux pas que les gens disent ah elle a fait les courses puis ah c'est une femme, elle a fait la course, elle a fait un accident, elle a quitté. Non, j'ai pas fait un accident. L'accident a été c'est-à-dire il a été vraiment programmé, mais alhamdoulilah, je ne lâche pas quand je suis convaincue de quelque chose. Et je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai pu faire aussi les rallyes désert. Parce que, vous savez, quand je fais la course dans la voiture, la 2e année, quand j'ai voulu continuer, j'ai eu des problèmes. Lesquels? C'est quand tu es dans la voiture, je n'ai plus c'est-à-dire l'oxygène qui remonte à ma tête facilement. J'ai eu des difficultés. C'est là où je descends. Et puis après, il y avait un médecin qui était avec moi. Il m'a dit, Saïda, tu arrêtes les courses, sinon tu vas avoir des problèmes. Donc, je me suis convertie en rallye désert. En rallye raid. Et les rallye raid, parce que je connaissais des Algériens avec qui je suis invitée. La première année, j'ai été invitée avec une copilote où on a participé, c'était bien. La 2e année, j'ai pris une délégation, j'étais la marraine de 6 femmes. Il y avait Nadia Mennet, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient les rallyes avec moi. Donc, on était vraiment... elles ont commencé toutes les rallyes en Algérie, en Tunisie. On représentait le Maroc. On représentait le Maroc et les Marocaines, elles ont eu un prix à chaque wilaya. Par exemple, à chaque wilaya, elles ont un prix, la même chose. Alors qu'il y avait des Françaises, des Tunisiennes, des Belges. Mais vraiment, nous, les Marocains, on est bien accueillis en Algérie, en Tunisie, en Libye. Alhamdoulilah. Et donc, pourquoi je me suis convertie en désert? C'est pour essayer de passer à Gazelle. Après, j'ai fait Gazelle, j'étais classée 3e. Tu as fait le rallye Aïcha des Gazelles. J'ai fait le rallye Aïcha des Gazelles. Excessivement difficile. Il est très difficile, vous savez, qu'est-ce qui est difficile dans ce rallye? Vous avez le franchissement des dunes. Donc, l'avantage, c'est qu'il vous donne 2 itinéraires. Un pour les SUV type R4, type SUV, les voitures qui n'ont pas de 4 roues motrices, et un qui est pour même les 4 roues motrices, et même celles qui sont débutantes en 4 roues motrices, elles peuvent passer dans l'itinéraire, mais avec des pénalités. Un peu plus light, mais pénalisant. Exactement. Ce qu'il faut dans ce rallye, il faut avoir un bon navigateur. Et donc, j'avais une très bonne copilote. Moi, je pilotais. Et elle m'a demandé à un certain moment de conduire. C'est là où je lui ai donné à conduire, elle a pété la boîte à vitesse. Parce que, vous savez, la conduite dans le désert, ce n'est pas n'importe comment. Donc, elle a bousillé le plateau et disque. Et on a été le soir le réparer. Vous savez, les Marocains, j'aime beaucoup ça. Les Marocains, ils sont très, très efficaces. Débrouillards. De rien, ils vous montent tout. On n'avait rien, ni plateau, ni disque. Les mécanos de Merzouga, ils nous ont réparé la voiture en 4 heures. Tout de suite, ils nous ont dit, allez-y, mais évitez trop de... J'ai dit, s'il te plaît, tu ne vas pas conduire, je vais conduire. Et on a fini 3e alors qu'on était classé 2e, en 2007. 2007, d'accord. Et à partir de là, comme j'étais directeur export chez Asban, vous savez, moi chez Asban, j'ai passé beaucoup d'années.
Alors, il y avait le fils Azban qui venait d'arriver des États-Unis. Il a fait son MBA là-bas, le plus jeune. Et il m'a dit, Saïda, pourquoi tu ne fais pas le Dakar? Le Dakar. Je lui ai dit, le Dakar, c'est beaucoup. Il m'a dit, non, écoute, cherche. J'ai cherché. C'est mon mari qui m'a aidé à lire pas le roadbook, mais à lire le règlement, le règlement technique, le règlement des véhicules. Ben, j'étais obligée d'acheter un 4x4, un Pajero Mitsubishi, petit. Je n'ai pas acheté un long. Le cours, le format exactement, court. le cours, je l'ai toujours. Et c'est celui-là que j'ai préparé par des Marocains à Casablanca. Et j'ai fait venir le directeur technique, c'est-à-dire l'officiel, le commissaire technique, pour me donner le passeport technique au Maroc. Je l'ai pris en charge en billet et tout. Vous savez, c'est difficile d'aller jusqu'à Lisbonne. Après, ils vont vous dire, non, vous êtes non conforme. Ça y est, vous devez revenir. Kiradit, comment vous allez vous sentir alors que tout le monde sait qu'une Marocaine, pour la première fois, après 30 ans de passage du Dakar par le Maroc, aucun Marocain ni Marocaine n'a pu participer. Donc j'ai fait un gros challenge. Non seulement un Marocain participe, mais c'est une Marocaine, donc c'est une Marocaine, et il y avait en ce moment-là 2 motards. Il y avait 2 motards, c'est-à-dire cette année-là, il y avait 4 Marocains sur le circuit. Quand on est arrivé à Lisbonne, c'était vraiment... 2008, on le rappelle, c'est une édition qui a été annulée en un moment pour des raisons de sécurité. Pour des problèmes de sécurité, mais moi je ne pense pas que c'est des problèmes de sécurité, c'est pour un petit peu ramener le truc vers l'Amérique du Sud. Parce que vous savez, l'Afrique, elle gagne beaucoup d'argent après pour le passage de ce rallye. Là, tout le monde est mobilisé, les hôtels, la bouffe, tout. C'est-à-dire vraiment, c'est un revenu qui est bon pour les Africains. Bien sûr, c'est un vrai projecteur sur des régions. Exactement. Pour le tourisme, bien sûr. Exactement. Donc, ils nous ont annoncé l'annulation du Dakar. Ça a été annulé au tout dernier moment. Le match a commencé, que vous avez dit, vous êtes monté jusqu'à Lisbonne. Ça départ de Lisbonne, c'est ça? Oui. Lisbonne-Dakar. On a fait l'Espagne, Lisbonne. On est arrivé au Mozambique. On a passé la nuit. Le lendemain, ma voiture, elle avait déjà son numéro prêt. Je l'ai. Elle avait son passeport prêt. Donc, tout était prêt. C'est-à-dire, j'avais même pas 5 minutes de passage parce que toute la visite technique a été faite au Maroc. Et on nous annonce l'annulation. On nous a annoncé, il y a une conférence de presse. Nous, on pensait qu'il y avait une conférence pour nous briefer sur le rallye et tout. Et les gens disent, il va être annulé. On n'a rien compris. Et il a été annulé, voilà. Et c'est là où moi j'avais beaucoup de problèmes, parce que les sponsors ne m'ont pas donné d'argent. Bien sûr. Ok. J'étais obligée de vendre 2 studios, un Gauthier. Ah d'accord. J'étais obligée de prendre un prêt de 250 000 dirhams. Ah oui. Pour pouvoir payer les fournisseurs, beaucoup de choses. Les gens qui m'ont prêté de l'argent. Donc c'est une perte sèche pour toi. C'est une perte sèche, mais j'ai cogné une chose que alhamdoulilah, dont je suis fière, c'est que 2 semaines avant le départ du Dakar, j'ai été contactée par le cabinet de notre roi Mohamed VI, et ils ont voulu m'aider. Moi, tout ce que je lui ai demandé, je lui ai dit, dans 2 semaines, je voyage. C'était Driss Shribi qui m'a contacté. J'ai dit, je veux la bénédiction d'El Sidna, et je voudrais qu'il s'occupe de mes enfants si jamais je meurs. Parce que vous savez, moi, je connais pas mal de jeunes, de pilotes de Dakar. Parce que quand j'ai été, avant que j'aille là-bas, je me suis renseignée sur le tout. J'appelais les gens, comment ça se passe. Vous savez qu'on a beaucoup de routes en Afrique, du Maroc jusqu'en Mauritanie, il y a là où il y a les montagnes. Vous avez une route, vous dites elle est bonne. Après, il y a un grand trou, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vous double, vous lui donnez. Après, si vous tombez dans le trou, soit la voiture est cassée, soit vous êtes renversé. Donc je me disais, parce que quand il y a un véhicule qui arrive, vous le savez, on vous sonne, c'est-à-dire vous avez un voyant qui s'allume. Il faut préparer, c'est-à-dire plus fort que vous, il faut les laisser doubler. Il y avait ça,
il y avait un autre problème, c'est qu'ils ont dit que quand il y a un retard en arrivant à la frontière de la Mauritanie, le mur se ferme. Vous êtes obligé de revenir. Sinon, vous aurez des problèmes. Exact. Et d'accord. Il y a aussi une autre contrainte à laquelle j'avais peur. Je me disais, oh là, j'allais mourir. Je vous le jure que je me suis dit ça. Quand j'ai eu les confirmations, c'est-à-dire la veille du départ, je me suis renseignée avec les jeunes, on était ensemble, il y avait beaucoup d'Arabes qui étaient au team technique et tout. Et il y avait des jeunes qui m'ont dit, écoutez, évitez de ne pas tomber de la dune sur des pilotes, sur des motards, sur des véhicules. On ne voit pas. Exactement, exactement. Et tout ça, je me disais, je risque de tuer quelqu'un, je risque de me faire tuer. Et alhamdoulilah, bon, peut-être il a été annulé pour que je ne meure pas. Exactement. Je plaisante. Mais alhamdoulilah, moi j'ai gagné beaucoup par le fait que je sois une pilote de sport automobile. Bien sûr. Vous savez que j'ai été au sein de la fédération depuis 1995, à ce jour. Presque 30 ans, oui. Presque 30 ans. Et le problème que les autorités ne comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce sport, il a besoin d'un circuit. Si on n'a pas de circuit, on ne peut pas développer le sport automobile. Vous savez qu'au niveau du karting, on a beaucoup de jeunes très talentueux. Mais regarde le résultat aujourd'hui de Qatar qu'on a fait au MENA, mais nous sommes les meilleurs. Bien sûr, on en a parlé dans le podcast précédent avec Salman Hayoun qui t'a expliqué justement ses fils qui couraient justement. Nous sommes les meilleurs. Les Marocains sont les meilleurs en ce qui concerne la mécanique, en ce qui concerne le pilotage, en ce qui concerne... Nous avons tout aujourd'hui au Maroc. Mais j'espère qu'avant que je meure, que nous ayons un circuit, Inch'Allah. On en a déjà 2. Oui, mais il faut qu'il y ait des circuits parce que aujourd'hui, il y a, vous savez, il faut se mettre à la place aussi du promoteur. Il veut gagner de l'argent. Donc, c'est normal qu'il va vous louer un circuit. C'est normal. Mais on n'a pas quelque chose où il y a la majorité des pilotes, c'est au centre. C'est Casa, Rabat, Knetra. C'est ça. C'est-à-dire, si on avait un circuit entre Casa, Knetra, Rabat, mieux centré, on va dire. Mieux les gens vont s'entraîner, mieux la fédération va avoir parce que la fédération peut avoir son propre circuit. Mais il faut qu'il y ait de l'aide de partout. Mais on en a déjà 2, on les utilise. Il y a celui de Marrakech, Moulay Hassan, bien évidemment. Alors, moi j'aurais peur pour participer toujours au circuit Moulay Hassan parce qu'il y a un petit peu... Moi, j'ai peur. En tant que pilote, j'ai peur. Vous savez, si vous voulez vraiment vous épanouir dans ce circuit, il faut que vous ayez... Des aires de dégagement. Il faut que vous ayez des aires de dégagement. Ce n'est pas un mur. Bien sûr. Un aire de dégagement. Ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que le circuit Moulay Hassan, c'est un circuit presque urbain. Urbain. Voilà, c'est une piste qui est alors, il faut avoir, bordée de murs. Il faut avoir une sortie sur sable, après sur pneus, après on trouve les... C'est ça. Et donc c'est vrai qu'approcher de la limite sur ce circuit, c'est un peu difficile. Celui de Ouazzem, il est bien, il est très bien. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller. Parce que, pour cette année, Inch'Allah. Toi, tu es dans la fédération, tu peux nous dire... Je n'ai aucune idée, franchement. Et je ne veux pas demander. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas. Aujourd'hui, je pense que c'est un circuit aujourd'hui qui est approuvé par la FIA. Oui. Donc, qu'est-ce que l'OCP attend à ce qu'elle ne vienne pas vers la fédération? Venez, faites les manches chez nous, venez, faites ceci. Mais Inch'Allah, j'espère que... J'espère que, Inch'Allah, il y aura de la bonne volonté. Exactement. Quand il y a la bonne volonté, il faut... Pour cette année, Inch'Allah. Même pour 2024, je suis sûr qu'on va pouvoir progresser sur ce... Inch'Allah, avec le nouveau président qui veut faire beaucoup de choses, j'espère qu'il sera aidé par tout le monde. Justement, à ce niveau-là, toi, tu es secrétaire général de la Fédération royale marocaine des sports automobiles, c'est ça? Oui. Tu es impliqué dedans depuis presque 30 ans maintenant. Oui. Où est-ce que ça en est? C'est quoi ton implication exacte dans ce sport automobile actuellement? Vous savez, la Fédération royale marocaine des sports automobiles, je pense que elle fait avec les moyens qu'elle a. On n'a pas les moyens que le foot a. Quand on demande, par exemple, je sais pas, aux médias de venir, c'est difficile.
Quand on cherche, quand on veut avoir des sponsors, c'est difficile. Et comment vous voulez travailler? Et la base d'un sport, c'est l'infrastructure. Tant qu'on n'a pas notre infrastructure, on ne va pas avancer. Ouais. Et on travaille sur tout ce qui est international, on est très bien, tout ce qui est maintenant, on est très bien, mais pour le sport automobile, on va doucement, même pour le karting, on s'investit trop. Il faut payer la location de la piste. Le promoteur te dit, moi je rentre le week-end 80 000 dirhams ou 100 000 dirhams. Ben, il faut louer la piste. À ce prix-là, au prix de 80 000. Bien sûr, il ne va pas être perdant. C'est pour cela que si aujourd'hui l'institution, la fédération, elle a ses propres pistes, elle va travailler le sportif pour ses sportifs et c'est-à-dire ce qui n'est pas sportif, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, mais ce n'est pas la fédération, elle ne peut pas gagner de l'argent, la fédération. C'est-à-dire celui qui aura la charge de développer les circuits, c'est eux qui vont, avec la fédération, se mettre d'accord quand il y a un championnat, quand il y a des entraînements des pilotes, quand il y a ceci, quand il y a cela, c'est gratuit ou c'est juste symbolique. Ouais. Et quand il y a des promoteurs ou d'autres événements, et ils vont facturer ce qu'ils doivent facturer. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton implication, du travail que tu mènes au sein de la Commission nationale de la sécurité routière? Parce que c'est un sujet qui te tient aussi beaucoup à cœur. Exact. Alors, normalement, au sein de la sécurité routière, vous savez que l'association maghrébine des sports automobiles, dont je suis... L'association Hamza, dont je suis aujourd'hui fondatrice. Ouais. Et j'organise les rallyes et tout. On organise des journées de sensibilisation à la sécurité routière. On a organisé la caravane de la rocade méditerranéenne quand elle venait d'être inaugurée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Nous, on a toujours été le partenaire de la NARSA sans qu'ils le sachent. Nous, on travaille la sécurité routière. Ouais. Parce que sur nos rallyes, on a la régularité. La régularité, c'est le respect du code de la route. C'est ça. C'est une vitesse à ne pas dépasser. C'est une vitesse à ne pas dépasser et c'est dans ce sens. Donc, nous, on fait ça. Le village de sécurité routière, on l'a fait. Donc, nous, on donne le coup de main qu'il faut. D'ailleurs, au sein de la fédération, au sein de l'IFIA, il y a la mobilité. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, c'est comme si on travaille la mobilité, mais vraiment très discrètement. C'est ça, à ton niveau. Voilà, justement. J'avais pris le karting, après je me suis convertie en sécurité routière. Ouais. Puis après, je suis avec Zahidi dans l'environnement. Parce qu'on avait fait le Maroc, il a été le premier pays où le congrès de l'environnement a été fait. Bien sûr, la COP 20 en 2016. Exactement, mais dernièrement, quand il y a le nouveau président de l'IFIA, ils ont choisi le Maroc comme premier pays où on a invité des Arabes, d'accord, pour le congrès de l'environnement. Et nous travaillons aussi sur l'environnement à la fédération pour minimiser le taux de carburant, le taux de carbone. Ouais. On est en train de travailler sur ça, mais timidement peu. En 2024, on va commencer, Inch'Allah, le championnat, on va commencer à travailler sur ça. D'accord. Et moi, je vais pour quasiment finir ce podcast, te demander, en tant que femme, comment tu as vécu ces 30 dernières années? Est-ce que ça a été facile en tant que femme de prendre part au sport automobile au Maroc? Tu as vu beaucoup de pilotes féminines défiler ces dernières années aussi. Je voudrais que tu nous donnes ton sentiment là-dessus. Et est-ce que c'est difficile pour une Marocaine d'évoluer en sport automobile au Maroc? Non, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est le financement. Ça coûte cher. Le nerf de la guerre, bien sûr. Ça coûte cher. Le sport automobile coûte cher. Moi, je gagnais 60 000 dirhams par mois. J'avais mes biens de mes parents. Donc, j'ai tout... Tu as tout gaspillé dedans. Tout gaspillé. J'ai jamais eu de sponsoring. Ouais. Alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le moment que la fédération et que les sponsors aient confiance au sport automobile. Ouais. Parce que le sport automobile aussi, ce n'est pas un sport qui est fait pour les riches. C'est un sport qui est fait pour les passionnés. C'est un sport populaire pour les passionnés aussi. Populaire. Ouais. Parce que le sport automobile, ce n'est pas la course de voiture.
c'est les slaloms, Oui. c'est le drift, Le gymkhana. c'est le gymkhana, Bien sûr. Course de côte. c'est les courses de côte. Et donc, quand vous avez, c'est les rallyes de régularité. Oui. Donc, tout ça, c'est-à-dire, ce n'est pas un sport 100% à risque. Parce qu'on ne court pas dans les rues. Bien sûr. On court dans une enceinte fermée, dans un circuit fermé. Et les pilotes sont assurés, l'enceinte est assurée. Donc aujourd'hui, je pense que le sport automobile, il est fait pour les vrais pilotes. Passionné, homme ou femme? Ben, pour tout le monde. Hein. La femme aujourd'hui, elle est dans les officiels au sein de la fédération, Oui, en grand nombre. Bien Ok. sûr, bien sûr. Les médecins, la directrice de course Amel Conseil Oui, aussi. les commissaires de piste, c'est Bien beaucoup sûr. de femmes. Mais les courses de voiture, ce n'est pas facile. Il y avait des hommes qui sont venus aux courses de voiture et qui sont rentrés directement dans un mur. C'est pas facile. Aujourd'hui, nous avons des femmes. Oui, nous avons des femmes. Tu as vu en 30 ans défiler, tu as vu Samira donc. Oui. Mais Il aujourd'hui, y en a d'autres. Tu as encouragé Souad à faire le rallye raid. Souad, oui, elle a démarré chez moi dans les rallyes de régularité. Et son rêve, c'était de faire le Dakar que je n'ai pas pu y faire. Ouais. Hinda Batourab, elle a évolué chez moi. Bien sûr, il a Mounia Loulidi aussi. Oui. Donc, vous savez, il faut les faire venir via le karting, endurance 4 temps, ça ne coûte pas cher, via les slaloms, via pas les courses de côte, mais les rallyes d'endurance ou les rallyes féminins et tout. Et à partir de là, la femme peut se décider. Est-ce qu'elle veut faire comme Souad les rallyes raid, ou bien elle veut faire le karting, ou bien elle veut faire les courses de voiture ou les rallyes. Donc la place de la femme est là. C'est pas qu'elle n'est pas là. Est-ce que tu as eu des difficultés, toi, par exemple, en tant que femme, pour t'imposer dans ce monde macho et un monde d'hommes quand même? Je vais vous dire. Ouais. Vous savez que mon père, c'est un résistant. Ouais. D'accord. J'ai été adoptée à El Jadida par un Français qui était converti à l'islam. D'accord. Lui, il aimait le Maroc. Et il m'a toujours appris, Saïda, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de personne. Pas des hommes. Mon père, il me disait, Saïda, si tu vois quelqu'un faire du mal à ton pays, à ton drapeau, si même tu arrives à le tuer, tu le tues. Il me dit, non, c'est pas le tuer, mais vraiment tu dois défendre le drapeau, les Marocains. Il me disait, moi, quand j'allais dans la résistance, je prenais du poison avec moi. Quand je serais pris par les Français, je préfère boire du poison que du... Donc moi, j'ai appris... c'est comme si vous dites, je suis née dans une famille qui aime le défi, qui n'a peur de personne, qui a peur de Dieu. Et voilà, donc quand je me dis, Saïda, tu dois faire ceci, si j'échoue aujourd'hui, j'essaye de gagner demain. Donc je ne laisse pas, je ne lâche pas. Magnifique. Vous savez, j'ai oublié de vous dire que j'ai ceinture noire en Aikido. Oui, ça je le savais, oui. Voilà. Je vais te dire, un caractère bien trempé. Je te remercie infiniment, Saïda, de venir témoigner ici dans ce podcast de ton parcours, de la place de la femme dans le sport automobile et de ton travail de longue haleine que j'espère tu vas tenir encore pendant longtemps. Je suis ravi de te connaître et de te côtoyer au quotidien et de vivre ma passion pour l'automobile, le sport automobile à tes côtés aussi. Donc je voulais te dire avant de terminer, si tu veux passer un message, tu veux faire une dédicace, vas-y, c'est ton moment, fais-toi plaisir. Ma dédicace, c'est merci d'abord à l'OTJ Média qui m'a invité. Je te remercie, Sid Darwish, parce que je me souviens quand tu es venu de France, vous avez voulu faire beaucoup de choses pour le sport automobile, mais ça va venir. Ah oui, je suis sûre que maintenant vous êtes sur la très bonne voie. Moi, tout ce que je dis, c'est que je te souhaite un très bel avenir, Darwish. Moi, vous savez, moi j'ai vie, mais j'aimerais bien que, Inch'Allah, que Dieu t'aide à réaliser tes rêves. Merci. Et à réaliser les rêves de tous les Marocains qui cherchent le bonheur de tout le monde. Et Inch'Allah, il khair. C'est magnifique. Merci beaucoup. On s'arrête là. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à toi. Et quant à nous, chers amis, on se retrouve très très vite
pour de nouvelles aventures mécaniques au sein de l'ODJ Media. Avant de se quitter, je me permets bien évidemment de vous rappeler, il est là entre mes mains, c'est l'ODJ Imag Auto qui est disponible en lecture gratuite. Je vous le rappelle, c'est très important sur presseplus.ma. Je vous rappelle également d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de l'ODJ TV, c'est très important. On n'oublie pas également R212, la radio des Marocains du monde. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!